Je suis contente de revoir qu'il y a beaucoup de visages qui reviennent tout au long de la semaine. Je pense que ça signifie l'engagement citoyen qu'on fait avec Eshket Inut. Puis je pense, pour vous mettre en contexte durant qu'on attend que les gens arrivent, puis il y en a beaucoup qui arrivent par deux personnes. Je pense qu'on a créé un sentiment d'appartenance au projet, mais surtout, c'est important de mentionner que chacun a sa place, peu importe ce que vous faites dans la vie, peu importe qui vous représentez, même si on parle des conseillers qui ont pris le temps de rester avec nous toute une journée pour nous écouter, puis surtout écouter la voix, soit de la jeunesse, des aînés, des personnes qui s'impliquent dans leur communauté, mais qui ne savent pas plus comment s'impliquer. Euh, ben, on est là pour ça, tu sais, on va vous trouver une place, puis c'est important, surtout quand on parlait de inter, comment on dit ça déjà? Interdépendance, excusez-moi. J'ai comme le cerveau qui a basculé en mode inno pour toute la semaine, fait que, mais c'est le fun de voir qu'on développe des choses, puis surtout on partage les mêmes idées. Puis je pense que c'était le but de cette semaine-là. C'était vraiment important pour nous de trouver des similitudes dans chacune des communautés, puis comment on pourrait faire avancer les choses ensemble, mais en même temps qu'on ait la vie de tout le monde aussi, c'est bien important de le dire. Puis c'est ça, le Cercle Eshket a développé ce sentiment d'appartenance-là à un groupe qui sont capables de se parler en toute transparence, mais surtout en ayant une confiance en chacun et chacune des personnes qui participent à nos Zooms du mardi et jeudi habituellement. Fait que là, on va mettre en action quelque chose de plus gros, vu que là, le forum, c'était un aboutissement de cette longue année, plein de nouvelles connaissances, puis surtout d'invités spéciaux qu'on a eus. Euh, puis je commencerai peut-être à vous parler en Innu, là. Koi na malandanjish e piano de hatchilo na mustabi heldene mazet nanut ke mazet jitwanjan e uzabalat idlusit Maknabay siwan na mustabuk heldeme mustagadak to jifel ke abutat rupas naman tuanda swadu dakrit te fahiliuyan natam nugui wa wiziot idlot wizot limat manugui wa wizidihan kene tinestobodaman kadekwen e habugudat tjigata e pasnakwen tjipexet tji natam mamoun igander. En résumant, ben, je voulais dire que je ne laisserai jamais un individu qui me ressemble, qui vit les mêmes choses tout seul. Moi, j'ai toujours eu un rêve, c'est de partager ensemble un même chemin. Puis surtout, Karine me connaît aussi, là, j'ai comme une vibe plus, je suis quelqu'un de wise, je suis quelqu'un qui aime ça foncer. Même si c'est dans l'inconnu, des fois, je pense que c'est là que les plus belles initiatives voient le jour, en fait. C'est important pour moi de vous mentionner ça parce que j'ai des rêves aussi, mais je sais que chacun et chacune d'entre vous, vous en avez. Puis si on peut le faire à 3, à 4, à 1000 avec le projet Shket, je pense qu'on va pouvoir aller loin, puis surtout faire en sorte qu'on développe des choses qui nous ressemblent, puis euh, que je pense qu'ils vont aider le maximum de personnes dans les communautés. Fait que je vous souhaite la bienvenue. On est à notre 4e journée. On est jeudi le 11 mars 2021. Puis aujourd'hui, on commémore le COVID-19. Fait que bonne fête de COVID-19. Mais surtout, je pense, je vais penser aux personnes qui nous ont quittés dans les communautés Innu parce que c'est important de penser à ces personnes-là. Puis je pense, en tant que communauté, on a toujours eu beaucoup de sympathie envers tous, puis surtout l'entraide qu'il y a eu dans les communautés. Ben, je pense que Eshket aussi va dans le même sens que tout ça. On est une famille, puis on ne laissera jamais quelqu'un tout seul. Moi, je vois qu'il y a pas mal beaucoup de monde, là. Oui, Marlène? Une petite suggestion, parce que je sais qu'à 13 heures, il y a un 5 minutes de silence là, ou 1 minute de silence. On pourrait peut-être le faire là, dans l'intérieur de notre de la discussion qu'on va avoir, prendre 1 minute de silence justement pour ceux-là qui sont partis là, à cause du COVID. Alors, je ne sais pas si ça va être possible. Là. Je pense que c'est à 13 heures que c'est demandé là, de respecter 1 minute de silence. Une proposition, simplement.
Ah ben oui, on prend toutes les propositions, je vous le dis. Est-ce que quelqu'un apporte quelque chose? On va le faire. Puis à 13h, je vais mettre une alarme, puis on va le faire à la minute de séance. Merci, Marlène. Fait que je vais laisser mon collègue Jay, vu que j'ai déjà fait ma petite ouverture personnalisée à la Gabrielle, ben, je vais laisser mon collègue Jay continuer. Merci, Gabriel. Coucou tout le monde, moi c'est Jay Launière-Mathias, je suis nous de la communauté de Mercadiat. Aujourd'hui, je vais être co-animateur avec Gabriel sur ce 4e rendez-vous thématique qui va aborder le sujet de nos modèles économiques. Donc, avant, là, je tiens à saluer les gens peut-être qui nous regardent sur Facebook. On est en Facebook Live comme à tous les jours. On pourra vous mettre là, le lien pour ceux qui souhaitent se joindre sur Zoom. La traduction, elle est disponible par notre traducteur maison, M. Clément Roch. Donc, les gens sur Facebook qui aimeraient avoir la traduction français vers Inou. Donc, vous pouvez vous connecter sur le Zoom. Le lien vous sera partagé là, dans les commentaires sur le Facebook Live. Et aussi, ben, si vous voulez poser des questions à la fin ou interagir avec nous, ben, c'est l'occasion de le faire. Vous pouvez venir sur Zoom. Comme ça, ben, vous pourrez vous présenter à la caméra. Là, on pourra vous voir et vous pourrez nous poser vos questions. Sinon, vous pouvez aussi quand même poser vos questions dans le chat du Facebook Live. Sinon, ici, là, dans le chat du Zoom. Donc, ça fait 2 jours que je le dis, là, mais on va essayer de se garder un temps pour les questions. Je trouve ça le fun. Je suis certain que les gens en auront en plus. Donc, c'est ça. On va se garder un temps, là. Puis, de toute façon, je pense qu'on n'est pas. Je ne sais pas si nos panélistes qui sont avec nous ont des contraintes d'horaire. Ça fait 2 jours qu'on dépasse un petit peu, là. On étire jusqu'à peut-être 13h15 nos rencontres. Donc, si ça vous va, là, ça se peut qu'on étire pour pouvoir jaser un peu plus ensemble, pour prendre des questions notamment. Et voilà. Donc, je n'ai pas vu si vous avez des contraintes, vous pouvez peut-être nous le dire, puis on prendra en considération. Mais c'est ça. Je pense que 13h15 maximum, là, on devrait être bon. Donc, c'est ça. Je le disais, aujourd'hui, on parle de modèle économique. Tu sais, quand on parle de modèle économique, il y en a plusieurs, je pense. On en voit différents dans nos communautés. Puis aujourd'hui, on a 3 personnes qui vont pouvoir nous parler de leur perspective à eux face au développement économique dans nos communautés, mais face aux modèles qui peuvent être utilisés pour favoriser le développement économique dans les communautés. Aujourd'hui, on a 3 panélistes qui vont nous présenter à peu près 3 modèles, mais il en existe beaucoup plus, donc on va avoir un aperçu. Et après, ben, tu sais, ce qu'on veut à travers tout ça, c'est un peu entamer une espèce de réflexion, puis c'est une espèce de réflexion commune sur comment repenser nos systèmes à nous dans nos communautés. Quelle forme est-ce qu'on veut que ça prenne? Dans les cercles H4, on a beaucoup parlé d'impliquer les valeurs Innu dans ce système-là. En tout cas, je vous lance peut-être la question déjà, puis vous pourrez peut-être l'aborder quand vous ferez vos présentations respectives. Mais comment est-ce qu'on fait pour inclure les valeurs? Et là, je veux pas dire que les valeurs Innu, parce que Karine, je pense à toi, qui est à Tikamek. Donc, comment est-ce qu'on fait pour impliquer les valeurs d'une communauté ou d'une nation à travers les différents modèles qu'on développe dans nos communautés? Donc, écoutez, sans plus tarder, on va commencer la discussion et on a notre première panéliste, Marie Saint-Gelais. Oui, Marie? Oui, je ne savais pas c'est moi qui allais commencer. Donc, c'est toi qui brise la glace, mais t'es excellente, là, on t'a vu. Veux-tu, je vais lire ta petite bio pour que les gens te connaissent un peu plus. Donc, Marie, elle est ingénieure civile Innu, originaire de la communauté de Pessamit. Elle possède 15 années d'expérience en tant que gestionnaire, chargée de projet et ingénieure conceptrice. Elle a œuvré dans le domaine minier, de la construction et les communautés autochtones. Elle a également récemment obtenu un diplôme de 2e cycle en utilisation du matériau bois dans la construction et un second en gestion en contexte autochtone à l'ENAP, donc l'École nationale d'administration publique. Depuis 2016, elle assure la direction de son entreprise d'ingénierie à Chini Consultant, en coordonnant les projets d'ingénierie et de construction, ainsi qu'en s'assurant du développement de l'entreprise. La mission de son entreprise est de supporter les communautés des Premières Nations dans leur développement et elle poursuit également l'objectif de développer et de maintenir une capacité de réalisation et d'expertise technique professionnelle autochtone. Elle travaille activement à ce que les firmes professionnelles autochtones rayonnent et soient impliquées dans les grands projets
projets touchant les ressources naturelles pour qu'ainsi les Premières Nations aient une voix technique dans la préparation et la planification de ces projets. Donc, Koué Marie. Oui, merci. Bien, merci d'être avec nous. Puis, écoute, on voulait entendre ton point de vue d'entrepreneur Innu, mais aussi ton point de vue d'entrepreneur femme Innu à travers le développement économique. Donc, je ne sais pas si tu peux nous parler peut-être un peu plus en détail de qu'est-ce que ton entreprise fait, puis justement comment ça peut contribuer au développement économique dans les communautés. OK, oui, je vais y aller. Je vais commencer, c'est ça, par présenter, comme tu l'as dit, c'est ça, moi, je suis ingénieure de formation, puis fière membre là, de la communauté de Pessamit. Puis, mon entreprise, Ashini Consultant, c'est une firme d'ingénierie. Des fois, j'ai envie de dire que c'est une vraie firme d'ingénierie parce qu'on me pose souvent la question, entre autres, si les ingénieurs qui travaillent avec moi font partie de l'Ordre des ingénieurs du Québec, comme si que offrir des services professionnels en ingénierie, ça n'allait pas avec être autochtone ou avoir une firme autochtone. Je suis toujours surprise d'avoir la question, mais je réponds. Puis, les gens sont agréablement surpris. Donc, c'est ça, Ashini Consultant, c'est une firme d'ingénierie. Une firme d'ingénierie, qu'est-ce que ça fait? Ça se concentre surtout à préparer des plans de construction, à préparer des devis aussi. Donc, tous les documents qui vont être nécessaires à la planification et à la préparation de projets de construction. Fait que c'est vraiment, notre travail là, va vraiment être en amont de tout ce qui est, là, tu sais, exemple, quand on entend qu'il y a des projets en appel d'offres, qu'il y a des soumissions pour réaliser la construction, mon travail, moi, il est déjà fait. J'ai tout préparé les documents là, en vue que les gens puissent construire, que les entrepreneurs en construction puissent construire sur la base de ces documents-là réalisés par des ingénieurs. Donc, la plus grande activité de mon entreprise, c'est de réaliser ces plans et devis-là. On est une équipe maintenant de 16 personnes, donc les gens que j'emploie, c'est des ingénieurs, c'est des techniciens dessinateurs, des équipes des gestionnaires de projets, puis des surveillants de chantier également. Mon entreprise est active. Moi, je suis copropriétaire depuis 2016. Puis, au départ, on avait seulement une place d'affaires à Pessamit. On a commencé à Pessamit. Maintenant, on a un bureau là, à Chicoutimi, un autre à Mastéiatch depuis 2018. Puis, plus récemment, on est installé à Ouachat là, également là, près de cette île. Fait que les genres de projets auxquels je participe, auxquels mon équipe participe, ça va être des projets de bâtiments, des projets de routes, des projets de développement de quartiers, les rues, les tuyaux qui sont dans les rues. On va venir dessiner ça puis concevoir ça sur nos plans. Puis également, on travaille dans les mines, beaucoup dans le minerai de fer, entre autres, là, dans le coin de Fermont. Le chemin de fer, les chemins de fer, on a une certaine expertise dans le chemin de fer également. Fait qu'on va toucher à plusieurs là, milieux là, de la construction, puis plusieurs secteurs là, économiques là, ici au Québec. On travaille maintenant avec on a réalisé des projets avec près de 15 communautés des Premières Nations dans les dernières années, en Ontario, au Nouveau-Brunswick aussi, puis avec pas mal toutes les nations là, au Québec. Là. Fait que ça, j'en suis bien fière là, d'avoir pu venir présenter mon entreprise puis rendre service là, aux communautés des Premières Nations du Québec. Donc, c'est ça pour mon entreprise qui est Ashini Consultant. J'avais préparé un peu, là, tu me posais la question par rapport aux valeurs, mais j'aurais voulu peut-être répondre aussi là, pourquoi que j'avais voulu mettre mon entreprise. Puis, tu sais, puis peut-être juste pour être clair, parce qu'on va parler de modèle économique, puis je pense de type d'entreprise aussi ou d'organisation autochtone. Puis juste pour être clair, moi, c'est vraiment une entreprise privée. Donc, c'est vraiment privé. Je ne suis pas en partenariat avec les conseils de banque ou tout ça. Ça vient vraiment de moi et de mon associé là, qui va diriger notre entreprise puis qui va l'amener à se développer. Donc, pourquoi mettre en place mon entreprise? J'aimerais ça partager qu'au départ, vraiment, c'était pour être libre, vraiment pouvoir être libre de décider avec qui j'allais travailler, de quelle façon, sur quel projet. Fait que vraiment la liberté, de quelle façon aussi, tu sais, arranger ses horaires, tout ça. Fait que vraiment d'avoir cette liberté-là versus être une employée, une salariée dans une autre organisation qui
qui ne m'appartient pas. Puis, au fil du temps, ce que j'ai réalisé, c'est qu'au-delà d'être libre, être entrepreneur, là, ça nous apprend des tas de choses. Tu sais, c'est pas facile, là. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il faut être bon dans beaucoup de choses. Mais ça nous apprend vraiment beaucoup de choses au niveau de la gestion des ressources humaines, au niveau économique, au niveau juste de la communication avec les gens quand on fait du développement d'affaires. Puis, ça donne une certaine influence, peut-être, je dirais ça comme ça. Ça nous permet d'avoir un certain impact, là, vu qu'on développe ces connaissances-là, qu'on développe notre réseau de contacts également. Fait que ma motivation, là, à travers ça, ça a devenu beaucoup de pouvoir utiliser cette influence-là, ces connaissances, ce réseau de contacts-là, pour vraiment venir supporter le développement de nos nations, de nos communautés. Oui, Jay? J'ai une question pour toi, là. Tu sais, tu abordes le pourquoi tu le fais, puis j'ai envie de te poser la question. Est-ce que toi, tu avais constaté qu'il y avait un besoin, justement, tu sais, pour que tu veuilles te lancer ta propre entreprise? Est-ce que tu t'étais rendu compte qu'il n'y avait pas ce que tu offres aujourd'hui ou qu'il y avait un besoin puis qu'il fallait répondre à ce besoin-là qui n'était peut-être pas comblé par ce que les communautés offrent ou parce que d'autres organisations offrent? Au départ, non. Au départ, là, comme je dis, c'était vraiment parce que je voulais aller chercher une certaine liberté, j'avais envie d'être entrepreneur, tout ça. Mais très rapidement, c'est ça que je me suis rendu compte. Puis quand je dis, entre autres, tu l'as dit dans ma petite présentation, que moi, à quoi j'aspire et à quoi je rêve, c'est qu'on soit beaucoup là, de firmes comme la mienne, en service professionnel, mettons, plus technique, au niveau ingénierie, entre autres, ou aussi même au niveau architecture, au niveau des sciences, au niveau de tout ça, pour que quand il y a des projets là, qui viennent dans nos territoires, tout ça, oui, on s'implique, on est dans les négociations, on nous consulte, on donne notre avis, tout ça. Mais moi, je pense que ce qui est important aussi, là, c'est de pouvoir se développer pour pouvoir avoir vraiment une voix technique. De vraiment pouvoir comprendre, s'approprier les projets aussi, puis pour qu'on puisse les planifier à notre image. Les planifier, puis les préparer à notre image, puis qu'ils soient vraiment comme on les souhaite. Et non pas de ces faire comme qu'ils soient préparés à l'avance, mettons, puis qu'après ça, on soit consulté, bien sûr, mais vraiment que les rôles soient un peu plus inversés ou plus faits de manière conjointe, vu qu'on va avoir des gens là, techniques qui vont être capables de s'impliquer là, dans la préparation et la planification de ces projets-là. Fait que pour répondre à ta question, non au départ, mais plus j'avance dans mon développement, tout ça, plus je parle avec des gens, plus je me tiens informée du milieu, oui, c'est là que je me rends compte. Puis ça me donne cette motivation-là supplémentaire tout le temps de continuer aussi. Et puis, je parle des ressources, puis j'ai envie d'aborder cet aspect-là. Des ressources, tu sais, tu œuvres dans un domaine où est-ce que souvent c'est des grosses formations, là, soit c'est, tu sais, j'ai l'impression, ingénieur, là, c'est quand même une grosse formation. Est-ce que tu as de la difficulté à trouver des ressources humaines, des gens, peut-être issus des Premières Nations pour travailler avec toi? Tu dis que tu as une équipe de 16. Je présume là, que ce ne sont pas que des Autochtones. Tu as des Allochtones qui travaillent avec toi. Mais est-ce que cet enjeu-là de la ressource autochtone qualifiée, c'en est un? Oui, effectivement. Présentement, nous autres, sur les 16, on est 3 Autochtones. Puis, effectivement, c'est difficile. Des ingénieurs autochtones, j'en connais quelques-uns, mais c'est pas monnaie courante, on va dire ça comme ça. Même des techniciens aussi, c'est sûr qu'il y en a beaucoup plus au niveau des techniciens, mais souvent, ils vont être employés beaucoup aussi par les conseils de banque. Fait que recruter dans nos entreprises privées, c'est difficile. Moi, entre autres, depuis 3 ans, on a mis sur pied, pour pouvoir avoir accès à ces ressources-là, on a mis sur pied un programme de bourse pour les étudiants qui étudient en génie de toutes les disciplines, en architecture, au cégep et à l'université. Ce qu'on offre, c'est une bourse à chaque session. Donc, si, exemple, en deuxième année, entre autres, on a 2 personnes qui sont sur ce programme-là, ils ont obtenu la bourse en deuxième année, qu'on les accompagne jusqu'à la diplomation. On leur donne une bourse à chaque session. C'est vraiment pour encourager, puis de notre côté, avoir accès à ces gens-là. Il y a un Inou de Mastéiatch qui est en 3e année présentement en génie civil. Ça fait 3 ans qu'il travaille avec nous, qui fait des stages, qu'on l'encourage. Fait que c'est comme ça que j'essaie de développer cette main-d'œuvre-là, puis moi, de monter une équipe aussi qui partage mes valeurs, puis qui a envie de s'investir dans la mission qu'on s'est donnée.
Fait que non, c'est pas facile. Puis juste donner un exemple, l'année passée, j'ai fait ma campagne pour obtenir mes candidatures pour les bourses. Je l'ai envoyé dans toutes les communautés. J'ai eu 2 candidatures. Fait que, puis tu sais, c'est quand même intéressant là, comme bourse. Là, fait que c'est ça la difficulté là, aussi, là, effectivement, dans le milieu où on est. En tout cas, j'ai l'impression que peut-être que, tu sais, des fois, il nous faut des modèles pour se représenter, pour se projeter, j'ai l'impression des fois, puis en tout cas, peut-être qu'à ta façon, tu contribues, j'en suis sûr, là, à être un modèle peut-être pour des jeunes Inuits dans leur communauté qui disent, ah, ben écoute, moi aussi, je suis capable d'aller là, moi aussi, je suis capable de contribuer, puis d'aspirer à ce type de formation-là, puis à travailler dans ce domaine-là. Donc, ben écoute, merci Marie. Je pense que ça fait le tour. On aura l'occasion de revenir là, avec des questions un peu plus générales à l'ensemble de nos panélistes, mais merci beaucoup Marie. Merci. Gabrielle, je te passe la parole. OK, j'ai un moment de panique, je ne trouvais pas mon démuteur. Ben, en fait, moi, je vais donner aussi la parole à Karine Awashish, mais tout d'abord, je vais lire sa biographie, moi aussi, parce que... OK, je vais commencer tout de suite. Madame Awashish s'est fixé des objectifs personnels et professionnels en lien avec l'affirmation culturelle et identitaire des communautés autochtones. Originaire de la communauté Atikamekw d'Obidjouan, elle cumule près de 20 ans d'expérience dans le développement social, culturel, économique au sein de multiples organisations et initiatives autochtones du Québec. Titulaire d'une maîtrise en loisirs, culture et tourisme à l'Université du Québec à Trois-Rivières, et un baccalauréat en administration des affaires, elle poursuit actuellement des études au doctorat en sociologie à l'Université Laval. Ses intérêts de recherche sont la coopération, la transformation sociale et la mise en contribution des savoirs autochtones. En 2015, elle cofonde Coop Nidaskinan, une coopérative de solidarité qui permet la réalisation de projets collectifs à caractère socio-économique et culturel. L'espace Onigam est le projet Tapisquan. Elle est conseillère en économie sociale pour les Premières Nations à la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador depuis 8 ans. Elle se consacra à la promotion au développement de l'économie sociale autochtone au Québec, une économie empreinte des caractéristiques et des particularités culturelles du milieu autochtone. Son implication au projet collectif artistique Tapisquan lui permet de conjuguer 2 objectifs personnels et professionnels qui lui tiennent particulièrement à cœur, soit la diffusion, la mise en valeur de la culture et des arts autochtones, ainsi que le développement de la jeunesse. Miigwech, Gabrielle, je me rends compte que je suis une femme occupée. Miigwech Nekibel-Jamea-Kanot, je suis très contente d'avoir eu votre invitation. C'est toujours un plaisir pour moi de parler d'économie sociale et d'en faire la promotion, surtout de vous convaincre que c'est le meilleur modèle économique. Je le fais depuis longtemps. Ça fait un peu plus de 10 ans. En fait, j'ai déjà travaillé, moi, dans des entreprises collectives, là, des entreprises d'économie sociale, que ce soit par rapport à Terre en Vue, par exemple, Festival Présence autochtone, ou une coopérative forestière où j'étais chargée de projet. Puis, j'ai le goût de vous raconter comme un peu mon histoire par rapport à l'économie sociale. Tu sais, oui, avec les entreprises dans lesquelles j'ai œuvré, mais surtout, c'est à la maîtrise, en fait, où ça avait bien, c'était un bon timing à ce moment-là, où il y avait une initiative au Conseil de la Nation Atikamekw qui chapeautait le développement d'une coopérative d'artisanat. Donc, j'ai eu la chance de suivre ce développement de cette coopérative-là. Puis c'est à ce moment-là, en fait, que je suis tombée, j'ai appris sur ce mode, j'ai découvert ce modèle qu'est l'économie sociale. Puis en plus, ça conjuguait un de mes intérêts qui était le développement culturel. Donc, puis aussi un questionnement que j'avais à la base, parce que quand j'ai fait mon baccalauréat en administration, j'assumais pas encore que j'étais une entrepreneur, mais je m'intéressais au développement touristique.
à l'époque parce que mon bac, c'était en gestion du tourisme. Donc là, puis on dirait que je m'y retrouvais moins à l'époque, puis que c'est vraiment à la maîtrise, en fait, que j'ai découvert ce modèle économique-là. Je me rejoignais moins dans des entreprises plus Inc. où je devais gérer des entreprises du genre. C'est pour ça que j'ai bifurqué un peu vers le développement culturel à la place. Et par le biais là, du projet de coop des arts, j'ai découvert l'économie sociale, puis c'est en lien aussi avec mes études. Donc, j'ai vraiment aimé, puis dans le fond, tu sais, l'économie sociale à la base, c'est un modèle économique différent. C'est une autre forme, en fait, une autre vision d'une entreprise qui évolue dans un grand système économique, là. Et l'économie sociale, c'est l'économie, hein? Donc faire de l'argent, produire un service ou un produit en vue de le vendre en échange d'argent, mais le côté social, d'économie sociale, c'est l'objectif, c'est de poursuivre une mission sociale. Donc, c'est là un peu la nuance. Je ne veux pas porter de jugement pour les autres types d'entreprises, mais à la base, l'objectif des autres types d'entreprises, c'est de faire de l'argent. C'est ça le but. Mais pour une entreprise d'économie sociale, c'est de poursuivre une mission sociale avant tout, mais en vendant des services et des produits. C'est là un peu la petite nuance. Et autre élément, la définition internationale là, de l'économie sociale, c'est surtout parce qu'on s'appuie sur des principes et des valeurs. Donc, parmi les grands principes, c'est la poursuite du bien commun. Ça, dans tout le monde entier, ça, c'est un élément important. L'autre aspect, c'est le principe d'autonomie. C'est-à-dire que toutes les entreprises d'économie sociale sont autonomes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'État ou une gouvernance politique n'a pas le droit d'intervenir dans une entreprise. Elle est totalement autonome. Autre principe aussi, qui est la base, le principe de la démocratie, c'est-à-dire que chaque entreprise d'économie sociale doit faire vivre une démocratie au sein de son organisation. Donc là, on le voit souvent quand on voit les AGA, ça c'est une assemblée générale là, chaque année qu'on doit faire et on convoque les membres, ben c'est là où l'espace de démocratie se vit, en fait, en général, dans les types d'entreprises. Et autre élément, puis je pense un des déterminants, un des grands principes, c'est la prise en charge individuelle et collective. L'espèce de notion qu'on entend souvent, l'empowerment. Donc ça, c'est un des principes là, aussi qui fait partie des principes et valeurs là, de l'économie sociale. L'économie sociale là, prend source d'un besoin à la base, d'un besoin d'un milieu, d'un groupe, d'une communauté, d'un territoire. Puis les besoins, là, on n'a pas besoin de faire la liste, il y en a. Et donc, ça part de là. C'est-à-dire qu'il y a des individus, des gens où ils ont vu soit en réponse à un enjeu social, culturel, environnemental, et là, il s'est dit, bon, ben regarde, on se réunit ensemble, on crée une entreprise pour répondre à cet enjeu social-là ou à ce besoin-là d'une communauté. Et c'est comme ça que l'initiative prend forme. Mais c'est surtout des personnes qui se réunissent ensemble qui débutent la démarche, autrement dit, de créer une entreprise. Moi, je dis souvent, quand je fais le tour des communautés pour en parler, c'est qu'une entreprise d'économie sociale, pour moi, c'est un véhicule, comme un auto. Un auto qu'on décide de se doter, autrement dit, pour arriver à avancer, à amener des choses. L'enveloppe d'entrepreneuriat, on va dire, de l'économie sociale,
c'est un véhicule. Puis ici, c'est 2 types d'entreprises en général. C'est l'OBNL, l'organisme à but non lucratif, et les coopératives. C'est les 2 entreprises qui sont reconnues par la loi sur l'économie sociale qui a été adoptée en 2013 au Québec. Et c'est ces 2 formes-là qui sont reconnues. Puis, que ce soit au BNL, au coop, c'est en fait, c'est des membres qui vont créer cette entité-là, puis c'est minimum 3 personnes pour fonder une OBNL ou une coop, puis là, je fais une nuance, c'est 3 pour une coop de travail. Sinon, c'est 5 pour les autres types de coopératives. Il y a 5 types de coop, là, mais je pourrais peut-être l'aborder un peu plus tard. Nous, on est une coop de solidarité, le coop Nitaskinan. Mais à la base, on était une coop de travail où on a switché en coop de solidarité en 2018, mais on s'est constitué en 2015. Fait que je pourrais vous en reparler. Autre élément aussi qui est intéressant, c'est que, quand on crée une coop ou une OBNL, on crée une entité à part entière. Elle est gouvernée par ses membres, elle est gérée par ses membres et travailleurs, mais c'est une entité à soi. Puis, il y a une distinction à faire, c'est qu'elle n'est pas autochtone et inscrite sur la loi ces Indiens. Elle peut être autochtone, comme selon la définition de un peu Industrie Canada, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un membership à plus de 50% qui soit autochtone. Et dans leur CA, il doit être aussi à majorité autochtone pour qu'elle soit considérée comme une entreprise autochtone. Mais elle n'a pas un statut d'Indien. Donc, selon la loi, là, les impôts, tout ça, normalement, elle devrait en payer. Mais il y a des mais. Nos BNL, c'est but non lucratif, normalement, pas de tant de profit, mais elle peut avoir des surplus. Et une coop peut faire plein de profits aussi, des surplus. Nous, on dit surplus dans notre jargon. On ne parle pas de profit dans ce temps-là, mais il y a moyen de ne pas payer de l'impôt en réinvestissant tout de suite les surplus dans l'entreprise, c'est-à-dire soit on améliore les conditions de travail, on peut augmenter les salaires, on peut s'acheter des immeubles, on peut acheter de l'équipement, on peut créer des jobs, on peut même aussi contribuer à des projets dans les communautés. Fait que les surplus qu'on génère, on peut tout de suite les faire circuler au lieu de les envoyer aux impôts, par exemple. Mais ça, je voulais le dire parce que c'est important. Souvent, je pense que c'est un modèle qui était peu choisi à cause de ça. Mais pourtant, il y a moyen de faire beaucoup d'argent avec ces modèles d'entreprise-là parce que, de toute façon, c'est la même chose. Puis, comme je disais, à beaucoup, c'est que les coops ou les OBNL peuvent être présents dans tous les secteurs d'activité. D'ailleurs, Mme Saint-Gelais, qui était dans l'ingénierie, je connais une coop de travail, c'est des ingénieurs qui se sont mis ensemble. Donc, dans n'importe quel secteur, on peut trouver ces modèles d'entreprise-là. Il y a aussi une nuance à faire avec les OBNL. Les OBNL, ce n'est pas tous qui sont économie sociale. Il faut absolument qu'il y ait un volet marchand parce que les organismes à but non lucratif, souvent, sont subventionnés en majeure partie par rapport à leur mission. Pour être considérés économie sociale, ils doivent développer une activité marchande ou générer des revenus autonomes. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils vendent quelque chose. Ils doivent aller chercher des sous autres que des subventions, par exemple. Et là, ça peut être de la vente. Je peux vous donner des exemples d'OBNL marchands. On regarde beaucoup les festivals, les organismes culturels, c'est beaucoup ça, les musées, les CPE, ça fait partie d'entreprises d'économie sociale. On a aussi par exemple, des maisons de thérapie. Il y a quand même beaucoup de modèles OBNL qui sont économie sociale. Certains centres d'amitié aussi, à la limite, pourraient l'être. Puis,
pour les coops, ben, c'est pas mal tout parce qu'il y a beaucoup d'activités marchandes. C'est une entreprise comme une autre, hein, vend des produits et des services puis que dans tous les secteurs d'activité. Et eux sont pas mal tous déjà, pas besoin de justifier là, nos revenus autonomes là, dans le cas d'une coopérative. Puis, moi, puis l'autre élément que je trouve intéressant dans le modèle, c'est leur ancrage dans le milieu. C'est-à-dire, quand on crée une coop, on ne peut pas la vendre, on ne peut pas la déménager, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec. Elle a son identité à elle, elle a une vie à elle, c'est une personne morale. Donc, elle est ancrée dans son milieu où elle a été fondée, dans le fond. Mais elle est ouverte. Hein? C'est pas parce qu'on l'a créée sur communauté qu'elle doit juste œuvrer dans la communauté. Elle peut vendre partout. Elle peut vendre à l'international si elle veut. Donc, il y a aussi cet aspect-là. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de barrière territoriale à l'action qu'une coopérative ou une OBNL peut faire. Donc, ça aussi, c'est un élément intéressant. Puis, je dis souvent que l'économie sociale, c'est une économie transformatrice. Dans le mouvement coop autochtone au Canada, il y a une étude qui dit que c'est comme une école où chaque membre peut s'impliquer, soit à la gouvernance, à la gestion. Les membres sont, au-delà de faire le travail, par exemple, qu'on fait, fabriquer quelque chose ou rendre un service, on peut aussi s'impliquer à la gouvernance, s'impliquer à l'administration aussi de la coopérative ou de l'OBNL. Puis, donc, c'est une école aussi d'engagement à la démocratie, à la gestion aussi. Puis, il y a beaucoup des principes coop, par exemple, de formation, d'intercoopération. Nous, là, dans le monde de la coopération, par exemple, ou au BNL, on est plus en coopération qu'en concurrence. On essaie de créer des liens entre les entreprises. Puis c'est ce que je trouve intéressant de ce modèle économique-là, qui amène une autre façon de voir l'économie puis de faire des affaires, en fait. Je vois une main levée. Oui, j'avais une question pour toi, Karine. Je me demandais, je me souviens, nous, on a eu un cercle de discussion, je pense que c'était sur l'artisanat. Puis je pense que ça avait été abordé rapidement. Puis j'aimerais avoir ton point de vue sur, admettons, des artisans là, dans nos communautés, puis on sait qu'il y en a beaucoup. C'est quoi l'avantage pour elles de se dire, ben, est-ce que je continue toute seule à mon compte à faire mon artisanat, puis un peu en mode privé, là, on s'entend, elles sont clairement pas toutes incorporées en mode privé, mais elles le font de par elles-mêmes. Et ce serait quoi l'avantage, par exemple, dans cet exemple-là, de le faire de façon coopérative, tu sais, de se dire, ah, ben, on va peut-être se faire une coopérative d'artisanes, puis on va vendre de l'artisanat ensemble? Bien, moi, là, les artisans, en général, je les considère comme des travailleurs autonomes. Je pense qu'un des avantages de se regrouper ensemble, c'est pouvoir se doter de services et d'outils pour soit commercialiser, soit pour faire de la formation, exemple. Fait que je pense qu'un des avantages, c'est ça, de créer soit une OBNL ou une coop, c'est de réunir ensemble un service qui va bénéficier aux artisans ou artisanes. C'est ça, quand je parlais de besoin, il faut que ça parte d'un besoin à la base exprimé par ce groupe-là. Et à partir de là, c'est là qu'on construit un peu la mission et les directions que la coopérative ou l'OBNL peut avoir. Je dis OBNL aussi parce que dans le cas des Atikamekw, là, quand on a suivi le développement de la coop des arts, c'était à la base, les artisans voulaient une entité qui puisse vendre leur artisanat. Eux, ils veulent avoir un revenu pour vivre. Donc, c'était ça l'objectif principal. Mais, bon, là, je ne parlerai pas de tous les éléments là, du projet en tant que tel, mais il y avait beaucoup d'objectifs qui étaient poursuivis par ce projet-là, dont former, parce qu'on trouvait que la relève, il y en avait de moins en moins, innover dans le développement de produits. Il y avait, il y avait toutes sortes d'objectifs, puis je pense que si aujourd'hui la coop n'a pas survécu,
malheureusement, c'est à cause de ça, je pense qu'il y avait trop d'objectifs qu'on voulait atteindre, puis on s'est éparpillé. Mais, puis la mobilisation se perd à ce moment-là. Je ne dis pas que tout ce qui a été fait, ça n'a pas été bon. Au contraire, il y a eu des belles réalisations, là. Mais je pense que le besoin que les artisans avaient, c'était de vendre leurs produits pour qu'ils gagnent l'argent, n'avait pas été répondu en premier. Puis là, il y a eu cette démobilisation-là par la suite parce qu'on a fait plein d'autres choses. Je dis « on » parce que j'ai suivi beaucoup le dossier, là. Et là, fait que, c'est de revenir à la base. Quand je regarde le code de la coop des arts, ça aurait pu être un OBNL, je pense. Puis que, tranquillement, pas vite, on aurait pu fournir des services aux artisans pour vendre. Parce que souvent, les artistes ou les artisans, là, je parle aussi dans le cas du projet Tapiscoine, la gestion, puis l'administration, puis de faire des réunions de CA, c'est moins leur dada. Fait qu'eux, ils veulent créer, puis ils veulent que leurs produits se vendent. Fait que un des défis, je disais, dans l'entrepreneuriat collectif, l'économie sociale, c'est ça, c'est de trouver des gens qui s'impliquent, mais pas juste dans ce cas-ci, des artisans, mais aussi des gestionnaires, des gens qui savent un peu c'est quoi une mécanique. Parce que comme je disais, c'est un auto. Il faut savoir comment qu'elle marche. Pour qu'elle roule. Il faut mettre du gaz dans l'auto pour qu'elle roule. Puis ça, c'est ça l'administration, en fait. Il faut veiller que l'auto roule. Puis ça, il faut des sous parce qu'une subvention, c'est limité. Il faut trouver une façon que l'argent rentre pour que les services continuent et que les gens puissent être payés aussi dans le travail qu'ils font. Fait qu'il y a quand même une mécanique à comprendre dans l'entrepreneuriat en général. Quand on gère une entreprise, il y a cet aspect-là. Puis en plus, en économie sociale, il y a l'aspect associatif, c'est-à-dire toute la gouvernance. Il y a un conseil d'administration à mettre en place qui doit se faire régulièrement, idéalement au moins 4 fois par année, un AGA à chaque année à organiser. Il y a une mobilisation à faire constamment auprès de nos membres par rapport à ça qui est importante. Fait que ça ajoute à de la gestion, autrement dit, de ce type d'entreprise-là, mais ça vaut la peine par cet aspect-là de peu d'école, d'apprendre, par l'impact que ça génère dans une communauté ou un milieu ou un territoire, par rapport aux principes là, que j'ai nommés. Puis je trouve que c'est ce qui, pour moi, dans mes recherches, c'est ce qui fit le plus dans les traditions autochtones. Parce que si on regarde avant la colonisation ou avant même la loi sur les Indiens, les structures sociales des Atikamekw, puis je suis sûre fort probablement des Inuits aussi, c'était des systèmes de coopération familiale où chaque famille coopérait dans la gestion du territoire, mais aussi chacun avait son rôle et le chef de famille, lui, était nommé là par ses connaissances, tout ça, était nommé chef de territoire par ses connaissances, mais aussi par ses qualités d'équité, de justice, de redistribution équitable des ressources pour l'ensemble de la famille. Donc, c'était vraiment sur cette base-là, sur ce système de coopération qu'on a survécu des millénaires. Donc, puis moi, je trouve que c'est un peu, l'économie sociale, c'est comme rendre vivant ces genres de principes traditionnels-là. Écoute, merci en tout cas de nous éclairer sur ce modèle-là. Je pense que c'est important qu'on en parle parce que des fois, peut-être que dans nos communautés, on n'est pas au courant des différentes alternatives qui peuvent se présenter. Puis, je pense que tu l'as bien mentionné, c'est à la base, il faut partir du besoin. Dépendamment du besoin, des fois, peut-être que la réponse, ce sera une OBNL, une coopérative, une entreprise privée, d'être travailleur autonome. Je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur le besoin à la base pour voir elles sont où les différentes avenues, mais pour que les gens puissent se projeter, justement, c'est important d'en parler de ces options-là. Et écoute, rapidement, peut-être, là, avant qu'on passe à Marc, j'ai envie de te poser la question, parce que nous, à travers le forum, on essaye d'apporter le discours à l'échelle de la nation. Puis je me demande, est-ce qu'il y a une limite
d'échelle, on va dire, au modèle coopératif? Est-ce qu'il pourrait exister une coopérative à l'échelle d'une nation, par exemple, où est-ce que tu as des gens dans les différentes communautés? Oui, oui, tout à fait. En fait, il y a différents modèles puis exemples inspirants. Si on regarde le mouvement Coop Inuit, ça fait depuis les années 50 qu'il existe. Puis eux, c'est en réponse à en faire front à la baie du Tson à l'époque. Parce que c'est à partir des coops, des sculpteurs Inuits. Et ils se faisaient un peu avoir par la baie du Tson. Fait que là, c'est là qu'ils se sont décidés de se créer en coopérative. Et maintenant, il y a un grand mouvement coop Inuit. Chaque communauté Inuit a sa coop et ils ont créé une grosse fédération. Si on regarde aussi des exemples en Amérique latine, on le voit beaucoup, des nations entières se sont développées sous forme coop. On en parlera tantôt, je pense, au niveau d'autodétermination, mais je pense qu'il y a des modèles vraiment inspirants où on peut se développer, s'autodéterminer sous le modèle coopératif. Puis, il y a beaucoup de modèles dans ce sens-là. Autochtones, là, je parle d'Amérique latine, mais sinon, dans le coin de Bilbao, en Corée du Sud, il y a des modèles vraiment là, où des communautés entières se sont développées sous le modèle coopératif. Merci, Karine. Moi, à chaque fois, parce que j'ai déjà travaillé dans la coop à Karine, puis je voyais ça, tu sais, un modèle entre les travailleurs. Ils travaillaient dans un modèle circulaire, tu sais, de non-hiérarchie, mais d'intersectionnalité, puis interdépendance. Puis je trouvais ça magnifique, ça m'a donné vraiment de l'espoir. Puis j'ai bifurqué finalement à un autre travail, mais je reste quand même à leur service. Fait que je me connecte un peu partout, puis c'est comme on se disait, ben, c'est important de compter les uns sur les autres. Puis je pense que c'est quand même de bons modèles économiques. Puis Marie Saint-Gelais aussi qui a réussi tout seul à faire tout ça. C'est malade. Moi, vous m'inspirez aujourd'hui. Je vais laisser mon collègue Jay continuer pour présenter M. Marc Jeunesse. C'est-tu comme ça qu'on le dit, monsieur? On dirait que j'ai jamais vraiment Jeunet ou ben Jeunesse? C'est plutôt Genet, oui. OK, désolé, Genet. Bon, je vais la voir là, la prochaine fois. Mais Marc, c'est toujours une jeunesse, donc dans les deux cas, je pense que ça fonctionne. Et écoute, Marc, je te présente rapidement. Donc, Inou, originaire du Lac-Saint-Jean, maintenant membre de la Première Nation des Inuits des Sipites. Il a fait son baccalauréat à l'Université Laval à Québec en administration des affaires, option finance. C'est en 1991 qu'il arrive à Ispit comme employé de la comptabilité et ensuite il devient directeur des finances et du développement économique entre 1995 et 1998 et il se consacre exclusivement au développement économique à partir de 1998 jusqu'à aujourd'hui. Il a travaillé sur plusieurs projets, entre autres sur le développement touristique, ainsi que la diversification de l'économie dans la communauté des Ispites, entre autres avec des projets qui touchaient des pêches commerciales, des projets d'énergie, ainsi que dans le domaine forestier. Sa fierté, c'est de voir comment Ispit, au fil des années, a tout d'abord su se construire en acquérant des entreprises dont elle avait les compétences pour les opérer, et de fil en aiguille, les choix d'investissement dans des entreprises en partenariat, afin d'ajouter de nouveaux champs d'expertise à ces opérations d'entreprise. Et les dernières années ont démontré qu'une certaine stabilité économique s'est installée, ce qui a permis à la communauté de prendre un certain recul et ainsi orienter ses actions vers une planification communautaire globale qui est présentement en cours à Ispit. Donc, en 2019, il accepte de relever un autre défi, celui de devenir directeur du nouveau secteur développement, territoire et patrimoine. Coué, Marc, ça va bien? Écoute, Marc, on a eu l'occasion de te recevoir dans un de nos cercles de discussion avant les fêtes, où est-ce que tu as pu nous présenter un peu plus le modèle économique d'Icipit, qui est un modèle intéressant. Écoute, moi, je ne savais pas la Icipit, je peux vous résumer rapidement, là. C'est, le conseil est un des principaux promoteurs de l'économie. Donc, le conseil à Icipit est propriétaire de la majorité des entreprises dans la communauté, ce qui fait en sorte, je pense que l'avantage de ce modèle-là, c'est de faire en sorte que vous avez des revenus autonomes intéressants, ce qui est vraiment le fun pour votre communauté, pour le développement de la communauté. Mais aujourd'hui, tu es là un peu plus pour nous parler du projet Apwit
Et là, j'espère que je le prononce comme il faut, là, Apuyat, Apuit, je sais jamais, j'entends les deux des fois, parce que la communauté des Sipites, ben, vous êtes dans ce projet-là. Donc, bonjour tout le monde, oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. C'est parce que je m'entends parler dans mes écouteurs. Donc, en réalité, dans le fond, le projet appuie le parc éolien. Tout le monde en a entendu parler, dans le fond. Ça fait depuis 2015 que les Premières Nations Inuits travaillent ensemble. Quand je dis Premières Nations Inuits, c'est les conseils de bande. Donc, dans le fond, c'est un regroupement de conseils de bande qui travaillent ensemble pour développer un projet. Le pourquoi, on pourra en parler tantôt. Donc, globalement, c'est un gros projet communautaire. On aurait pu le faire seul. On aurait, là, dans ce cas-là, vu l'ampleur et la particularité du secteur de l'énergie, on a trouvé un partenaire. Puis quand je dis on, je parle de la Nation Innu, je ne parle pas des Sipites. Donc, dans le fond, c'est un gros projet communautaire en partenariat avec une entreprise privée qui a de l'expertise dans l'énergie. Donc, dans le fond, juste pour vous situer à quoi servent les projets communautaires. Les projets communautaires dans les communautés, c'est un peu comme une société d'État pour le gouvernement du Québec ou le gouvernement fédéral. Donc, dans le fond, pourquoi un gouvernement Innu se dote d'entreprises elles-mêmes plutôt que de laisser la place au privé ou aux coopératives? C'est pas une question de... Je pense que toutes les formes d'économie ou de type d'entreprise ont leur place dans leur communauté, mais à la base, c'est pour autogénérer des revenus au gouvernement autochtone. Donc, on sait que la majorité de nos conseils de bande gèrent des programmes et des revenus qui sont tirés de transferts gouvernementaux. Donc, dans le fond, c'est des transferts gouvernementaux qui sont affectés à des initiatives qui sont déjà décidées à notre place. Donc, on reçoit des transferts en santé, en éducation. Donc, pourquoi nos gouvernements veulent autogénérer des revenus? C'est pour être capable d'avoir la latitude d'offrir des services en fonction de leurs priorités et non de celles des programmes qu'ils administrent. Donc, l'ajout de revenus autonomes pour les communautés, c'est vraiment dans une optique d'autodétermination, dans une optique de faire ses propres choix et non d'administrer des programmes de santé, d'éducation, de sécurité publique qui viennent de d'autres ordres de gouvernement qui sont administrés dans nos... donc, c'est vraiment un premier pas vers l'autodétermination de générer des revenus. Donc, le projet Appuit, c'est réellement un projet communautaire dont les revenus vont être répartis dans les communautés partenaires. Donc, pourquoi ce projet-là est né plutôt que d'autres? Parce qu'il y a eu d'autres initiatives de projets multicommunautés dans le domaine des pêches, particulièrement là, dans les années 2000, il y a eu beaucoup de partenariats entre communautés dans le domaine des pêches. On a eu dans le domaine forestier, on a eu dans le domaine... donc, il y a différentes initiatives de projets communautaires, soit locaux ou intercommunautés, qui ont vu le jour au cours des 20 dernières années, mais je pense que dans le cas d'Appuit, un projet qui regroupe pratiquement l'ensemble de la nation Innu, c'est une première. C'est réellement à coefficient de difficulté assez élevé, puis ça prenait vraiment une mobilisation d'abord politique pour dire est-ce qu'on veut travailler ensemble, plusieurs communautés, puis sur quoi on travaille ensemble. Donc, dans le fond, l'idée du projet éolien est venue d'une volonté politique de nos élus de dire est-ce qu'on regroupe nos forces pour essayer de travailler ensemble? On a des préoccupations communes par rapport au territoire, on a des préoccupations communes sur certains enjeux environnementaux, sur le caribou forestier, il y a différents enjeux qui peuvent regrouper nos conseils de bande. Le développement, le plan Nord, entre autres, était un enjeu qui était partagé par l'ensemble des communautés. Puis, donc, les élus se sont rassemblés, ont discuté de leurs priorités. Puis, une des priorités, c'était peut-être d'essayer d'initier on va dire, l'idée d'un secrétariat de la nation Innu. Là, donc,
comment regrouper les communautés Inuits qui n'ont pas, un peu comme les Atikamekw, un conseil de nation, on l'écrit un conseil de nation. Puis on dit, bon, ben, pour commencer à essayer de se travailler ensemble, pourquoi qu'on n'initie pas d'abord un projet économique qui va nous générer des revenus, qui va nous permettre de nous structurer au plan de la nation. Donc, dans le fond, c'est venu un peu accidentellement, le projet éolien. Donc, dans la volonté des communautés sur le plan politique de travailler ensemble pour des préoccupations territoriales, des préoccupations environnementales, des préoccupations de développement sur leur territoire par les tiers. Donc, puis une volonté de se concerter pour être capable de répondre un peu mieux aux préoccupations qui peuvent regrouper plusieurs communautés. Donc, chacune des communautés avait déjà regardé des dossiers dans le domaine de l'énergie. En tout cas, plusieurs des communautés. On a décidé, en tout cas, les communautés ont décidé d'abandonner des projets locaux puis se regrouper autour d'un projet collectif puis de proposer au gouvernement du Québec de développer, vous savez, le projet éolien, c'est un projet de 200 MW. Puis le 200 MW, on ne l'a pas inventé. Ce 200 MW-là faisait partie d'une stratégie énergétique du gouvernement du Québec de développer 4000 MW de projets éoliens en 10 ans, dans le fond de 2006 à 2015. Et puis, il y a eu 3800 MW de développés. Il restait un 200 MW qui était nulle part. Là. Donc, qui restait à développer. Puis, on a proposé au gouvernement du Québec, la Nation Inuit a proposé au gouvernement du Québec de développer ce 200 MW-là pour la Nation. Le gouvernement du Québec a trouvé que l'idée était intéressante. On dit, oui, on va vous réserver le dernier bloc de 200 MW, puis proposez-nous un projet qui fait du sens. Entendez-vous avec Hydro-Québec, puis ça a été un peu le début de cette aventure-là qui n'a pas toujours été rose, qui a été super difficile pour différentes raisons. Mais vous savez, le 4 février dernier, dans le fond, il y a eu l'annonce que le gouvernement, qu'Hydro-Québec, qui est les promoteurs du projet, dont la Nation Inuit, se sont entendus sur un contrat, puis on a signé un contrat. Ça veut dire que le projet, ce n'est plus réellement un projet, ça va se réaliser. Il y a différentes étapes dans un projet, là, des étapes d'obtention de permis, mais au moins, là, on est au jour zéro, on a un contrat d'achat d'électricité, on va développer, la Nation Inuit, un projet économique qui rassemble les 9 communautés, puis dont on est le promoteur. Nous-mêmes. Puis les revenus, pas juste les revenus, les retombées de ce projet-là, tant dans la phase de construction, dans la phase d'opération, puis dans l'aspect de la copropriété, puis des revenus à long terme, on espère que ce projet-là va avoir des retombées pour nos communautés. Puis quand on dit nos communautés, c'est nos travailleurs, c'est nos entreprises Inuits. Puis donc, dans le fond, les gouvernements autochtones, comme toute forme de gouvernement, n'est pas là pour tout faire pour la communauté. Il y a de la place pour les initiatives d'économie sociale, il y a de la place pour les entreprises privées, il y a de la place pour les individus qui ne veulent pas être des entrepreneurs. Donc, dans le fond, c'est de créer des conditions gagnantes. Puis je pense que ce projet-là, au-delà de la symbolique de travailler les 9 communautés ensemble, bien, va permettre à nos entrepreneurs privés, nos entreprises communautaires dans différents domaines de pouvoir avoir accès à des contrats, des emplois, puis à nos gouvernements, surtout pendant 30 ans, de retirer des revenus de l'exploitation des ressources naturelles. Puis le vent en est une. Donc, dans le fond, nos gouvernements Inuits vont avoir des revenus d'une société qui se compare un peu à une société d'État. Donc, dans le fond, puis ça va permettre à chacun de nos gouvernements, nos conseils de bande locaux, de dire oui, on administre nos programmes en santé, nos programmes en éducation, mais on a une partie de notre budget qui est autogénéré. Puis il n'y a personne qui va nous dire quoi faire avec, c'est nous autres qui va décider. Donc, on parle vraiment d'autodétermination, puis chacune va avoir le loisir de prioriser qu'est-ce qu'elle va faire avec ces fonds-là. Est-ce qu'elle va réinvestir en santé, en services sociaux, en loisirs, en culture, en aide à des entrepreneurs privés, en développement économique? Au moins, ce sera nos gouvernements locaux qui décideront quoi faire avec ces fonds-là, qui proviennent d'entreprises communautaires. Donc, dans le fond, on parle de modèle économique, on parle d'entreprises privées, d'entreprises d'économie sociale.
toutes ces formes d'entreprises-là répondent à un besoin, puis à des aspirations différentes. Mais en bout de ligne, ce que les gouvernements de nos conseils de banque veulent, c'est que l'économie des communautés se développe, puis qu'eux, comme gouvernement, puissent offrir les meilleurs services possibles à la population. Puis une des façons d'arriver à ça, ce n'est pas par le biais d'entreprises privées ou le biais d'entreprises d'économie sociale, c'est en autogénérant des revenus. Puis la façon d'y arriver, c'est des entreprises communautaires. Donc, le projet Appuit est une entreprise communautaire, mais qui appartient à l'ensemble des communautés Inuit. Puis ces revenus-là vont être répartis dans les 9 communautés Inuit. Super, Alors, Marc. je vois. Excuse-moi, Jay. Jay avait une question, puis après, ça va être Marie. Oui, écoute, super rapide avant de te donner la parole, Marie. Marc, je voulais te demander, tu parles des revenus. Je ne sais pas si tu peux donner, j'ai vu les chiffres passer, je ne sais pas si tu les as, là, mais peut-être juste rappeler la grandeur, l'ordre de ces revenus-là qui vont être gérés pour les communautés à chaque année. OK. Donc, on parle d'un projet qui est estimé présentement à 500-600 millions là, en termes de construction. Donc, à la base, les retombées du projet, ce sont des retombées en termes de contrats d'emploi, mais c'est sûr qu'il y a une grosse partie de ces 500 millions-là qui va aller à l'achat des éoliennes elles-mêmes. Donc, dans le fond, il va y avoir ces retombées-là. Les emplois, pendant la construction, on parle de 300 emplois. En termes d'opération, c'est quoi? 10-15 emplois opérés par éolien, ce n'est pas beaucoup d'emplois. Chacune des communautés va... OK. La nation Innu va recevoir 50% des profits tirés du projet. Puis ces profits-là, dans les faits, je n'ai comme pas le droit de vous dire exactement qu'est-ce qu'on espère. OK? Mais il existe des comparables dans le domaine des projets communautaires au niveau de l'éolien, puis vous voyez que les municipalités, les MRC, qui ont investi dans des projets communautaires ont des retombées de dizaines de millions de dollars de leurs projets éoliens. Donc, dans le fond, on espère faire aussi bien, sinon mieux, que les projets communautaires existants. Mais on ne pourrait pas vous dire, ce ne serait pas stratégique. Ce n'est pas une question de... Compte tenu qu'on n'a pas fait nos appels d'offres, on n'a pas acheté nos éoliennes, on n'a pas... si on dit qu'on fait trop d'argent ou pas assez, ça peut affecter notre approvisionnement. Donc, moi, je dis c'est de l'argent, c'est réellement très significatif dans la proportion de ces fonds-là qui vont être générés pour les petites communautés. Puis pour les grandes, ben, en proportion, c'est sûr que c'est moins, là, mais il y a eu des chiffres qui ont été véhiculés dans les journaux. On espère maximiser ces chiffres-là. Mais on ne peut pas vraiment vous fournir de chiffres précis. Sans ça, on ne s'aidera pas comme communauté et comme promoteur. C'est-à-dire, on espère faire 20 millions de profits par année. Ce n'est pas vraiment une bonne stratégie quand le projet n'est pas construit. Là. On vous le dira après. Ça, il n'y a pas de problème. Ça va nous faire plaisir. C'est parfait. Écoute, ça va être juste un rendez-vous futur qu'on va se donner. Merci beaucoup, Marc. Marie, je pense que tu avais une question. Oui, ben, je voulais peut-être juste ajouter sur ce que Marc venait de dire par rapport au fait qu'on présente le projet justement comme une entreprise communautaire, tout ça, puis qui disait que justement le projet allait apporter la contribution d'entreprises privées, la contribution d'individus, la contribution d'entreprises d'économie sociale, tout ça. Et moi, je voulais juste dire comment justement, c'est là qu'on se rend compte comment toutes ces formes de modèles économiques-là se complémentarisent, puis vont ensemble, puis qu'au bout du compte aussi, ça génère toute de l'activité économique, peu importe le modèle qui est utilisé, qu'on va tout aller, que ça génère toute l'activité économique qui est bénéfique au développement de nos communautés. Fait que c'est ça que je voulais ajouter, puis j'aurais peut-être une question justement, une question ou en tout cas quelque chose que j'assume peut-être quand je vous entends parler, M. Genet, que oui, c'est une entreprise communautaire parce que ça regroupe toutes les communautés puis que d'un commun accord, vous voulez poursuivre ce projet-là. Vous êtes quand même associé avec une entreprise privée, Borealex, qui doit probablement quand même avoir comme objectif de justement faire des profits là, pour le profit de leurs actionnaires. Comment vous verriez la différence? Dans le fond, je veux dire, je pense que la gestion, dans ce cas-ci, là, dans un modèle comme ça, est-ce que la gestion d'une entreprise communautaire comme ça va se faire, oui, il va y avoir un partage entre les communautés, mais
la gestion va quand même se faire de la même façon un petit peu que ça ferait pour une entreprise privée, là, ou à moins que je me trompe, là, mais c'est juste, j'avais ça comme réflexion. Là. Je ne sais pas, mon micro est ouvert. Oui. OK. La forme juridique du projet, c'est une société en commandite. Une société en commandite, c'est formé d'une société par action, une incorporation qui est le commandité, puis il y a les commanditaires. Donc, juste pour vous dire qu'en termes de gouvernance, c'est une entreprise à but lucratif. Donc, ce n'est pas un OBNL, ce n'est pas une coopérative, c'est une société commerciale. Donc, l'objectif des sociétés commerciales, c'est de faire du profit. Okay? Sauf que quand on est copropriétaire ou on est propriétaire, quand une communauté possède une entreprise commerciale, elle peut donner des valeurs puis influencer les valeurs de cette entreprise-là. Donc, c'est-tu du profit à tout prix ou si c'est une répartition de la richesse qui est différente en fonction de faire du profit, mais oui, avoir un impact social, un peu comme les entreprises d'économie sociale visent un objectif. Nos entreprises à but lucratif qui appartiennent à des conseils, ou un peu comme le projet Acuite, l'objectif premier, c'est de faire de l'argent. C'est pas autre chose que ça. Comment on fait maintenant pour faire en sorte qu'en faisant de l'argent, on ait des impacts socio-économiques dans nos communautés, pour nos entreprises? C'est en influençant, en termes de gouvernance, les valeurs de cette entreprise-là. Est-ce qu'on veut être un bon citoyen corporatif? On a une entreprise Innu, ou en tout cas une copropriété Innu dans un projet énergétique. Est-ce qu'on veut que les valeurs de cette nouvelle société-là soient les meilleures possibles pour nos milieux d'accueil, dont les communautés Innu font partie? Donc, il y a moyen de teinter des entreprises commerciales de valeur humaine. Il y a moyen de ne pas viser à tout prix le profit. Il y a moyen de... C'est une recherche d'équilibre. En réalité, nos entreprises, je vais parler de Décipite parce que c'est plus comment on gère nos entreprises. C'est un mélange réellement d'entre... On a des incorporations à ICIPIT qui sont détenues par le conseil. On a des sociétés en commandite. On a des entreprises en copropriété avec d'autres conseils. L'objectif, c'est toujours en premier lieu que ces entreprises-là génèrent du profit pour justement amener des revenus, pour autogénérer des revenus pour nos gouvernements. Okay? Mais à travers nos partenariats, parce que dans certains cas, on est aussi en partenariat avec des entreprises privées québécoises. Puis nos partenaires, c'est des gens qui veulent faire du cash. Puis les autres, la vocation sociale, ils ne l'ont pas autant que nous autres. Fait que c'est une recherche de compromis entre des gens qui veulent, dans certains cas, avoir le maximum d'argent dans leur poche. Puis nous, on dit, OK, on freine les ardeurs de nos partenaires en leur disant, il y a peut-être moyen d'innover dans la gestion de nos entreprises pour pas juste avoir un maximum de profit, mais pour bien traiter nos employés, bien traiter nos fournisseurs, puis avoir des retombées, pas juste sur le plan du bénéfice par action, mais qu'on soit perçu, puis qu'on soit réellement un bon citoyen corporatif. Ouais, puis ça, on a le loisir comme conseil de vente ou dans nos entreprises communautaires. À la base, c'est des entreprises commerciales qui ont un volet de rentabilité comme objectif premier, mais il faut teinter ces entreprises-là de valeurs un peu plus humaines et collectives. Puis, en tout cas, c'est possible de le faire. Nous, on réussit bien là, de notre côté. Oui. Allô, allô, je vous ramène peut-être un peu à faire une mini-pause parce qu'on a une question d'une participante. Merci. Vas-y, Gaëlle, peux-tu ouvrir ta caméra, s'il te plaît? Oui, ma caméra ne marche pas pour le moment. Je suis vraiment désolée. J'essaie de régler ça sous peu, mais j'avais une question en tête. C'était plus un commentaire suivi d'un questionnement, mais moi, je fais une mineure en études autochtones, puis la seule chose je voudrais, je ne sais pas comment le dire autrement, mais qui me chicote avec le projet Boralex, c'est que c'est justement ça. Vous parlez d'autodétermination, plus la mise en place d'une compagnie qui va sûrement servir de capital, mais si on regarde, si on analyse justement ce projet-là d'un point de vue objectif, moi, ce que je suis en train d'apprendre en ce moment, c'est que nous, les communautés, on n'a pas encore signé de traité avec le gouvernement. Fait que je veux pas. Je veux pas rentrer dans les détails, dans les débats, mais ça nous empêche justement d'acquérir cette autodétermination-là, entre parenthèses, tu sais.
Puis encore là, tu sais, moi, je m'en souviens quand j'ai vu l'annonce de Legault qui a annoncé sur sa page Facebook, tout tard, je m'en souviens plus, justement l'annonce du projet Boralex. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est, désolée, je l'ai dit le mot, ce qui m'énerve, c'est justement, c'est les représentants, les acteurs qui sont dans ce projet-là. Tu sais, Legault, encore, je ne veux pas lancer le débat, mais Legault, il n'a jamais encore été capable d'admettre qu'il y a un racisme systémique. Fait que, tu sais, pourquoi on serait en train d'accueillir quelqu'un qui annonce un projet justement avec Hydro-Québec? Puis on sait très bien que les enjeux les plus importants qui sont revendiqués à la Cour suprême, c'est justement des enjeux qui ont à voir avec les actions d'Hydro-Québec, qui est une société d'État qui a vraiment, on va dire, un pouvoir d'autonomie face au gouvernement. Fait que là, on a comme deux machines qui viennent justement dans ce projet-là, qui représentent en rien les valeurs des Autochtones. Tu sais, on parle de besoins à court terme, à long terme, on parle de 20 millions, de 300 postes, de 15 postes, mais est-ce que ça représente vraiment les problématiques actuelles? Tu sais, est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux? Tu sais, justement, revérifier un peu. Et puis, tu sais, j'avais en souviens aussi, tu sais, dans l'annonce de François Legault, tu sais, après Boralex, il a spécifié qu'il allait avoir un autre projet d'Hydro-Québec qui allait s'en venir après. Fait que, est-ce que le projet Boralex, c'est juste une petite porte ouverte avant d'ouvrir la grande porte patio, tu sais? Est-ce que ce projet-là est en corrélation avec les valeurs des jeunes autochtones, justement, qui se dirigent plus vers la protection de l'environnement, là, si on analyse les revendications territoriales? En tout cas, je pense que c'est beaucoup de questionnements que j'avais en ce moment, mais moi, en tant que jeune génération, je vous dirais que je ne suis pas tellement enthousiasmée par ce projet-là. Je préférais le dire, désolée, j'avais une crotte sur le cœur. Merci, Gaëlle, pour ton intervention. Je pense que c'est complètement légitime. Marc, je te laisse peut-être répondre dans un premier temps, puis ensuite, Marie, on ira à toi. OK. Donc, parlons d'économie. Le projet éolien dont on parle, ce n'est pas un projet de Boralex ni d'Hydro-Québec. C'est un projet de développement économique communautaire Innu. Les Innu ont choisi un partenaire qui a de l'expertise pour les aider à développer leur projet. OK. Ça aurait pu être un projet de production de serre de tomates biologiques. C'est juste que ce n'est pas un projet initié par le gouvernement, ce n'est pas un projet initié par Boralex, c'est un projet initié par la nation Innu pour générer des revenus. Le type d'industrie dans lequel on a développé notre projet, c'est en tout cas, selon nos chefs et les conseils qui ont décidé d'adhérer à ce projet-là, c'est de l'économie verte, c'est de l'énergie verte, ce n'est pas du gaz naturel, ce n'est pas du... Donc, j'imagine que ceux qui ont pris la décision d'investir dans un projet de production d'énergie, dont le client est Hydro-Québec, parce qu'ici au Québec, le Hydro-Québec a le monopole d'acheter l'électricité. Donc, il y a plein de producteurs privés dont la nation Innu va faire partie, qui vendent leur électricité. Puis le seul client qui peut acheter ça, c'est Hydro-Québec. Donc, on vend de l'énergie à Hydro-Québec. Hydro-Québec n'a rien à voir dans le projet. C'est nous qui en sommes le promoteur, mais notre seul client, c'est Hydro-Québec. Donc, Boralex est un partenaire. Donc, ce n'est pas le projet Boralex, c'est le projet Apuiat. Le promoteur, c'est la nation Innu. Donc, ce sont nos communautés, nos gens en développement économique de nos communautés qui ont rêvé de ce projet-là, qui ont développé ce projet-là et qui sont allés en appel d'offres pour trouver un partenaire. Donc, je veux juste le remettre en perspective. Ce n'est pas un projet, une entente avec le gouvernement, c'est un projet économique. On aurait pu choisir un autre type de projet que le projet d'énergie. On aurait pu faire une usine de transformation de produits marins. On en a déjà une, mais ça aurait pu être ça. Là. Donc, il faut juste voir ça comme un projet économique dans une industrie qui produit de l'énergie verte, puis qui génère des revenus pour les communautés. Puis, on est totalement maître d'œuvre de notre projet. Donc, ce n'est pas un projet initié par Boralex, c'est un projet initié par la nation Innu. Puis, c'était une entente entre nos gouvernements Innu et le gouvernement du Québec, et non le Hydro-Québec, qui est, dans le fond, finalement, rien que l'acheteur de notre produit. C'était juste pour mettre en perspective un peu les différents niveaux de perception que les gens peuvent avoir de ce projet-là. Donc, c'est même pas une entente qu'on a signée, c'est on vend un produit qui s'appelle l'électricité à un acheteur, puis c'est nous autres qui en sommes le producteur.
Mais vous parlez de nos communautés, nos gouvernements. Bien, à ce que je sache, on n'a pas vraiment on a peut-être une structure qui ressemble qui se gère de manière gouvernementale, mais à ce que je sache, on n'a pas de gouvernement comme troisième palier. Puis quand vous parliez des conseils de banque, ça m'étonnerait qu'on est allé dans chaque maison, on est allé voir chaque membre d'une communauté pour prendre une décision commune. Puis justement, même dans mes études, je remets en question la structure des conseils de banque, justement, qui est dirigée, qui est une réplique d'un conseil municipal, justement, où on a beau dire que, je veux dire, ça vient de nous, on a fait affaire avec le gouvernement, mais je veux dire, encore là, on a l'impression que c'est un projet qui s'y prend pas de la bonne manière. Puis, tu sais, l'énergie verte, c'est un grand mot, là. L'éolienne, si on analyse justement l'industrie de l'éolienne, oui, c'est vrai que c'est un peu le futur, mais c'est pas une industrie qui est complètement verte, là. Moi, ce que je remets en question, c'est un peu les résultats, tu sais, qui ont, comme vous le dites, vous ne pouvez pas le dire. Même Jérémy a posé des questions, les chiffres n'étaient pas très significatifs. Puis, moi, en tout cas, je reste vraiment sur une position où je remets en question ce projet-là, comment c'est fait. C'est justement, on prétend que ça vient des communautés, nos gouvernements, de guillemets, nos conseils de banque, mais justement, c'est pas pour rien, là, si on n'a pas encore signé de traité, puis que, en tout cas, je pense que là-dessus, je veux pas rentrer dans les grands débats, mais j'ai l'impression que justement, les conseils, les représentants représentent pas. On dirait que je parle pour les plus jeunes générations, mais peut-être qu'il y a une rupture de communication ou de compréhension à ce niveau-là, mais à date de tout ce que je dis sur le projet, même si j'ai fait des erreurs au niveau de l'amalgame par rapport au projet qui n'est pas de Boralex, mais des communautés et nous, veux pas, je reste sur une position assez Merci, Gaëlle. Marie, tu avais levé la main, j'aimerais t'entendre. Et ensuite, on va à Karine qui aimerait réagir aussi. Oui, j'aimerais ça. Bien, premièrement, en tout cas, c'est sûr que tout le monde devient moins jeune en vieillissant, là, mais je me considère quand même, on va dire, de la génération, en tout cas, qui reste encore un peu jeune. Puis moi, ce que je voudrais dire par rapport à ça, tu sais, il n'y a pas de projet parfait, puis il n'y a pas de modèle parfait non plus. Là, moi, j'aimerais ça me réjouir de ce projet-là, qu'effectivement, puis là, je vais être assez d'accord avec toi, Gaëlle, tu sais, la transparence ou la communication de vraiment comment ça s'est négocié ou comment, qu'est-ce qu'on va avoir comme retombée. Je pense pas non plus que ça, c'est parfait, tu sais. Mais je veux me réjouir quand même du fait que, regarde, on parle d'une première, là, que les nations, pas les nations, les communautés Inuits se sont assis ensemble, puis ont décidé de mettre leurs énergies ensemble, à faire un projet ensemble. Tu parles de, est-ce que ce projet-là va être à l'image de nos valeurs? Bien, j'ose espérer que oui, parce que non, ils n'ont probablement pas passé dans les maisons pour demander à tout le monde leur opinion. Puis en plus, ça, c'est vraiment difficile à faire. Les communautés essaient d'organiser des référendums, des sessions d'information. On a de la misère à avoir les gens qui participent. Là, on pourrait rentrer dans se demander aussi pourquoi on a de la misère que les gens participent. Puis encore là, je reviendrai probablement à dire, y a-t-il de la bonne communication, y a-t-il de la transparence qui fait que les gens s'intéressent au développement économique ou à des projets comme ça, puis qui vont aller dans les séances d'information, qui vont aller voter s'il y a des référendums. Ça, c'est une autre question à poser, mais ce que j'aimerais dire, c'est ce que je pense aussi, c'est que si nos élus se sont assis là, non, on n'a pas encore un gouvernement, mettons comme les CRI ou autres, mais si nos élus de nos conseils de banque se sont assis ensemble, il reste quand même bien que c'est nous autres qui les avons élus, ces gens-là. Puis j'imagine qu'ils sont près de leurs membres, ou en tout cas qui tentent de le faire, puis qui tentent au mieux, qui sont en mesure de le faire, qu'un projet comme POUI va être à l'image de nos valeurs. Mais comme je disais au départ, il n'y en a pas de projet parfait. Mais on peut-tu se réjouir que là, on a un projet comme ça d'envergure qui part du fait que c'est la nation Innu qui est promoteur, puis que oui, on va pouvoir développer l'économie puis aller chercher des revenus autonomes qui nous permet après ça d'engager des conversations, puis pas d'engager des conversations, mais de se dynamiser, de s'amener des revenus qui nous permettent de se dynamiser, de s'améliorer, puis justement de rêver à l'autodétermination. Des projets comme ça participe aussi sur notre fierté, à développer notre fierté, puis je cherche mes mots, mais
Mais c'est ça que je pense. Mais en tout cas, moi, je veux me réjouir de tout ça. Puis c'est sûr que c'est pas parfait. Puis regarde, même moi, tantôt, ça m'a un peu irrité que M. Genet ne veuille pas nous donner les chiffres quand après ça, on dit « Ah, c'est un projet communautaire. » tu sais. Mais je comprends très bien aussi la partie du fait que un projet communautaire, on veut que ça fasse des sous pour nos gouvernements autochtones. Fait que, Pareil, je vais encore être plate puis ramener à l'ordre, là, mais parce qu'il nous reste comme 7-8 minutes pour le moment de silence, fait que j'aimerais entendre Karine peut-être, puis en même temps, j'aurais une question dans le chat de Marlène. J'aimerais entendre les panélistes sur le modèle économie circulaire versus l'économie linéaire. Cela semble une tendance dans le monde des affaires actuelles. Ce modèle me semble rejoindre nos préoccupations environnementales. Fait que je vous lance ça de même, puis on a 7-8 minutes avant le moment de silence. Ben, Karine, je t'invite peut-être à... Je pense que tu voulais intervenir sur la... Oui, rapidement. En fait, tu sais, moi, je pense que, tu sais, oui, il peut y avoir des critiques. Je pense que dans tout modèle, il y a ses avantages et inconvénients, mais je pense qu'il y a une chose qu'on s'entend, nos trois panélistes, c'est plus on va assurer notre présence, les Premières Nations, sur les territoires. Puis moi, je crois que la voie économique, c'est une façon, parce que la voie politique, ça peut prendre du temps. Puis on connaît le jeu des gouvernements dominants à vouloir étirer le plus possible des ententes ou des traités avec les nations. Tu sais, on le voit, nous, ça fait 40 ans qu'on négocie la nation Atikamekw, puis on n'arrive pas au bout du bout. Mais je crois que la voie économique, c'est une façon d'aller d'être présent puis d'occuper notre territoire, tu sais, par des projets. Maintenant, on pourrait, oui, effectivement, il peut y avoir des critiques, puis j'en suis de celles qui voient des critiques là, sur nos systèmes de gouvernance actuels, mais je pense que ces projets-là, plus on est là, plus on occupe par le biais économique tous les aspects, là, mais surtout les territoires, je pense que c'est positif. En soi, vers une autodétermination, en tout cas, une reconnaissance de notre présence, en tout cas, sur tous les territoires. Fait que c'est un peu ça, je vais dire. Puis, tu sais, je pense que aussi, peu importe les modèles économiques qui existent, je pense que, tu sais, on est tous liés par ces aspirations communes-là, tu sais, de se développer les communautés. Tu sais, on a tellement de besoins à répondre. Je pense que chaque modèle amène sa contribution. Maintenant, je pense ce qui reste à travailler beaucoup, c'est de faire reconnaître, en fait, tous les modèles qui ont leur place, puis qu'on doit, je pense aussi, miser sur, tu sais, les reconnaître, ces modèles-là, et leur laisser la place de vivre puis d'évoluer. Puis, tu sais, je pense que chaque mission n'est pas tout adapté qu'au WAP ou au BNL. Il y a des missions ou des volontés des gens, des leaders, là, choisi le choix, on a encore le libre choix là, dans les véhicules qu'on veut utiliser. Mais je pense que moi, en fait, ce que je souhaite, ce que je veux voir éventuellement dans l'avenir, c'est comment on peut utiliser l'économie et comment on peut modifier le système économique dominant et au lieu en ce moment, l'économie, c'est un grand système d'échange marchand. Pourquoi j'ai hâte de voir un modèle économique dominant qui va être plus sur des systèmes de relations entre les entreprises. Parce que l'économie en soi, c'est ça, c'est des relations. Tu sais, si on regarde la nature, c'est des interactions entre les êtres vivants qui fait qu'il y a une harmonie puis qui fait qu'il y a une coexistence. Si l'économie devenait davantage axée sur ce type de relations interdépendantes, je pense que ça peut être bénéfique non seulement pour la nature, l'environnement, mais aussi pour les communautés, parce qu'en ce moment, on s'entend que le modèle capitaliste dominant a créé beaucoup plus d'impact négatif sur l'environnement, là, on le voit, mais aussi a contribué là, à agrandir les inégalités sociaux, là, puis encore plus, nous, les Autochtones, nous, on a subi, tu sais, moi, je pense qu'il y a eu le colonialisme au Canada, mais c'est le capitalisme qui nous a fait le plus mal parce que c'est ça qui a été vidé de nos ressources depuis 150 ans, 200 ans, depuis que ça existe, là, ce modèle-là. Fait que, voilà.
commentaires. Puis peut-être je vais réagir sur la question. L'économie circulaire, en fait, tu sais, Karine, oui, veux-tu? Parce que j'ai pas envie qu'on te c'est coupe vrai. dans ton intervention. D'accord. Ça va tout le monde, là, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on étire la rencontre jusqu'à 13h10, 13h15 maximum, puis on pourra revenir sur la question de Marlène. Je trouve ça super intéressant, puis j'aimerais vous entendre, Marie, Karine et Marc. Écoutez, entre-temps, là, il me reste 2 minutes avant 13h, donc je vais combler, puis je vais tout de suite peut-être vous inviter à ceux qui seraient intéressés à participer à notre atelier collaboratif de cet après-midi. Si vous avez envie de parler justement d'économie cet après-midi en sous-groupe, là, on va pouvoir pousser un peu plus la discussion, entendre vos idées, puis brainstormer ensemble sur quel pourrait être le modèle économique pour nos communautés, mais aussi la nation et nous. Donc, c'est ça. Je pense que Sylvain va peut-être nous partager le lien dans les commentaires ici dans le Zoom pour ceux qui ne sont pas inscrits encore et aussi sur le live Facebook. Là, donc, c'est sur inscription. Donc, on va vous inviter à nous envoyer un courriel pour qu'on puisse vous acheminer le lien. Donc, si ça vous intéresse, là, il nous reste quelques places, donc n'hésitez pas à vous inscrire. C'est super intéressant. Puis j'ai l'impression à vous entendre parler qu'il y a tellement d'avenues, justement, dans ces différents modèles-là. Puis, tu sais, je pense qu'on peut peut-être s'entendre pour dire qu'il n'y a pas, vous le dites bien, là, il n'y a pas de modèle parfait, puis c'est d'essayer de trouver qu'est-ce qu'on aime chez un, qu'est-ce qu'on aime chez l'autre. Donc, je pense qu'on a cette liberté-là de se dire, écoute, on est peut-être à bâtir ou à rebâtir quelque chose dans nos communautés au sein de la nation, puis on a peut-être le loisir de prendre le meilleur de toutes ces affaires-là, puis d'essayer de faire un système, peut-être pas parfait, mais un système qui nous ressemble puis qui correspond à ce qu'on a envie de faire comme nation en tant qu'Inuit ou en tant qu'Autochtone au sens large. Donc, voilà, il nous reste 30 secondes, donc je vous invite à bien vous installer et à rester avec nous. Là, je trouve ça super pertinent, la question de Marlène. Donc, on va prendre 1 minute de silence à 13h. Le premier ministre, là, c'est ça, fait une allocution en ce moment, je trouve. C'est ça, pour les 1 an de la COVID. Donc, une pensée pour les gens qui nous ont peut-être quittés dans la dernière année. « 13h01. Merci, merci à tous. Aïe, c'est dur pour nous autres. Des fois, on est assez face à face, fait qu'on se regarde, on regarde l'écran, puis... Écoute, je pense qu'on peut peut-être prendre 30 secondes pour souligner. Je pense qu'on a été quand même chanceux dans nos communautés. Je pense que les conseils de bande ou les instances en place là, ont pris des mesures pour protéger nos populations. On le sait, les communautés autochtones sont un peu plus vulnérables au niveau de la santé. Je pense qu'on a été chanceux. Il n'y a pas eu de très grosse éclosion dans nos communautés. En tout cas, merci aux gens qui siégeaient peut-être sur des comités pour un peu veiller puis mettre les mesures en place là, je pense qu'on pourrait prendre un moment aussi pour remercier les gens. Je sais qu'il y a eu beaucoup de guérites dans les communautés, puis que des gens ont veillé 24 heures jusqu'aux heures du matin pour voir à ce que tout le monde soit en sécurité, puis que les gens ne rentrent pas comme ci, comme ça dans la communauté. Puis j'en ai vu beaucoup qui s'étaient pris sur les réseaux sociaux en photo, qui étaient fatigués, mais qui n'allaient pas lâcher. Puis je pense c'est comme ça qu'on a passé au travers de ça. Puis ça nous parle quand même que les gens se sont encore réunis pour faire en sorte de protéger les gens, puis surtout, je pense, les aînés des communautés. Je remercie ce monde-là parce qu'on est en Facebook Live, puis je salue aussi les gens à la maison. Mais rien n'empêche qu'il faut quand même faire attention. La COVID est encore là, puis c'est vrai qu'est-ce qui arrive, moi j'ai toujours dit, peut-être que oui, c'est des complotismes, mais moi j'ai toujours cru
quand tout le monde en parle et qu'il y a des alertes à la TV, ça veut dire que c'est vrai, là. Fait que moi aussi, je fais gaffe, je fais mon masque quand je me déplace. Fait que faites gaffe quand même, il faut le prendre au sérieux, mais vivez votre vie quand même. Il y a plein d'activités à faire. Merci, Gabriel. Puis écoutez, je vous relance sur la question de Marlène. Je trouve ça super pertinent. Marlène faisait référence au modèle d'économie circulaire versus le modèle d'économie linéaire. Je ne sais pas là, si est-ce qu'il y a quelqu'un qui se proposerait pour peut-être réagir par rapport à ça? Tu sais, quelle place est-ce que ça peut prendre dans nos modèles, dans les modèles peut-être que vous présentez? Puis, tu sais, Marlène fait le lien avec, c'est peut-être la solution pour répondre à nos préoccupations face à l'environnement, entre autres. Karine? Je peux peut-être parler un peu de ce modèle-là. En fait, l'économie circulaire, c'est une vision. C'est une vision de comment on utilise une ressource et comment est-ce que la ressource va être utilisée, réutilisée le plus longtemps possible. Fait que c'est un peu c'est la différence entre linéaire où on utilise une ressource, on le transforme, on le vend, puis après, fait que dans le fond, c'est un peu ça la nuance d'une économie circulaire, c'est comment on réutilise, on revalorise des ressources ou des déchets à la limite pour redonner des deuxième, troisième vie. Si je fais un parallèle chez les Autochtones, là, chez les Premières Nations, en tout cas pour les Inuits, c'est sûrement le caribou, en tout cas les Atikamekw, nous, c'est l'orignal là, qui est très central. Je prends souvent ce modèle-là, c'est l'orignal, quand on le chassait, on faisait attention à la présence de nos orignaux dans nos territoires. Hein, on ne les tuait pas toutes d'une shot, puis qu'on les vidait, un peu comme le castor. On s'assurait qu'il y a une régénérescence. En fait, il y a toujours ce respect-là de la régénération là, de nos écosystèmes. Hein, on veillait beaucoup à ça. Et l'orignal, en soi, c'est que, bon, on le chassait, on le mangeait hein, à la base, mais la peau, on l'utilisait à son plein maximum. Puis, autre élément aussi, c'est que souvent, on a vu dans des communautés où tu avais des experts de raquettes ou les experts de cuir où on faisait circuler la ressource au sein de certaines familles. Fait qu'il y avait une espèce d'économie de partage qu'ils appellent où, oui, on utilisait la viande pour subvenir pour se nourrir. Mais après, on pouvait passer les matières, les ressources à des familles qui avaient l'expertise de le transformer. Fait que c'est un modèle de comment on utilise son plein potentiel sans jamais comme gaspiller. Fait que c'est un peu une façon de faire, en fait, l'économie circulaire. Fait que donc, c'est de voir une ressource, l'arbre, si, mettons, on fait de la foresterie, on pourrait comment utiliser à son plein potentiel la ressource, tout en respectant la régénération de cette ressource-là aussi sur les territoires. Fait que c'est plus une vision, je dirais, mais il existe des modèles là, existants qui font ça, qui sont dans ce mouvement-là, en fait. Marc et Marie, je ne sais pas si vous souhaitiez intervenir par rapport à ça. Je ne sais pas si dans vos milieux de travail, dans vos centres d'expertise, si ce modèle-là vous fait écho ou si est-ce qu'il est implanté, est-ce qu'il est présent ou pas? Je n'ai pas vraiment d'opinion sur le sujet. Puis je ne vois pas, dans le cadre de ce que j'ai dans mes champs d'activité professionnelle, on n'applique pas vraiment de principe de ce type-là. On est encore, comme ça a été mentionné, en économie linéaire. Il y a peut-être moyen d'amener ce principe-là dans nos développements futurs, mais à ce stade-ci, non, on n'y réfléchit même pas. D'accord. Mais je pourrais peut-être rajouter, ce principe-là, dans des services, c'est un peu difficile de l'appliquer. Ça va être beaucoup sur des ressources premières, en fait. Puis, fait qu'on va beaucoup pour essayer de réduire la pression sur les ressources naturelles, une façon de revaloriser ou en tout cas, d'augmenter la durée de vie d'une ressource qu'on utilise. Fait que c'est surtout ça le principe. Là, mais tu sais, à la base, pour être rendu à faire une économie circulaire, je vais dire ça comme ça, mais il faut qu'il y ait une économie. Il faut qu'il y ait déjà vraiment de l'activité économique là, qui nous amène à penser encore plus loin. Bon, on va aller dans l'économie circulaire. Fait que, il y a peut-être là, moi, j'aurais
parce que j'ai comme un exemple, une entreprise d'économie circulaire, là, ils font le jus avec les fruits qui étaient maganés à l'épicerie, mais tu sais, c'est ça, à la base, il faut quand même qu'il y ait déjà l'entreprise qui fait le jus, il faut qu'il y ait l'entreprise qui... fait que c'est peut-être là que moi, j'ai un peu plus de misère. Alors, je pense que ça va peut-être pouvoir venir... Oui, tout à fait. Ça demande un maillage d'un système de maillage entre entreprises. Tu sais, mettons, une entreprise rejette telle matière, l'autre utilise cette ressource-là pour. Fait que, tu sais, il y a quand même un système à faire, en fait. Ouais. Mais moi, j'avais une question, Karine. Excuse-moi, Marie. C'est bon. J'avais une question pour toi. Il faudrait que je te relance justement sur les nations qui ont basé leur autodétermination sur le modèle coopératif. Peux-tu élaborer là-dessus? Parce que tu nous as nommé Oui, je vous ai parlé des modèles ou des communautés, mais tu sais, souvent ces milieux-là ou des communautés-nations, en fait, dans les exemples que j'ai nommés, là, mettons les Quichés au Guatemala ou d'autres mouvements là, qu'on a vus au Brésil, tout ça, c'est surtout d'une volonté il y avait beaucoup d'asseoir leur place, beaucoup dans les lieux des agriculteurs ou de quoi. Puis quand je parle des Quichés, c'est qu'il y avait peu de reconnaissance comme politique. Donc, eux, par la voie un peu économique, coop, ont pu se constituer, puis réaliser des activités économiques qui ont bénéficié la communauté dans plein d'aspects. Maintenant, je ne dis pas que le modèle coop, on va révolutionner puis changer, je n'ai pas cette prétention-là, mais je pense qu'à petite échelle, c'est des façons de s'autodéterminer. Donc, quand moi, j'ai choisi de cofonder une coopérative, c'était à la base parce que je voulais me créer un job de rêve. C'était ça. Puis, je voulais contribuer dans mon milieu. Puis, j'avais cette envie-là aussi de mobiliser puis de générer une transmission de cette valeur-là coopérative, tout ça. Puis, dans un esprit où on ne voulait pas... j'avais envie de ne pas être sous l'égide d'une autorité dans la vie, dans mon travail. Fait que, tu sais, c'était ça. Fait que, dans le fond, ça a été ça. Puis j'avais le goût de choisir aussi des projets que j'avais le goût dans lesquels j'avais le goût de travailler. Fait que, puis c'est là que, dans le fond, ça a été mon côté entrepreneur que finalement, j'ai assumé dans le volet coop que j'avais depuis que j'étais jeune, dans le fond. Fait que, tu sais, c'est un choix, puis je pense que le véhicule qu'on s'est fait, c'est que c'est pour nous un laboratoire en même temps où on veut, comment on exprime notre identité culturelle au travers de notre coop, comment on façonne notre gouvernance selon nos valeurs ou nos éléments culturels. Fait que, tu sais, c'est comme un peu notre petite pâte à modeler d'expression culturelle, mais en étant aussi... libre un peu des projets. En ce moment, oui, au début, on est parti petit, puis on ne faisait pas grand argent, mais là, on commence à être de plus en plus autonome financièrement pour choisir les projets lesquels on a le goût de développer. C'est un peu, pour nous, un espace de création, puis de développement, puis c'est un véhicule qui nous permet de faire ça. Fait que, dans un sens, on s'autodétermine, on choisit, on détermine sur quoi on veut travailler, avec qui on veut travailler, puis c'est aussi cet aspect-là qu'on veut, c'est comment on crée des relations d'affaires, mais aussi de collaboration, pas juste avec des entreprises d'économie sociale, on a des clients. En fait, quand je disais que l'État n'intervient pas, mais on devient des clients. Fait qu'on a des clients au conseil de bande, des institutions, tu sais. Je suis contente, je suis vraiment contente. On dirait que vous avez pas mal tout fait le tour de ce qu'on voulait entendre. Puis j'espère que aussi les gens qui ont participé, ils ont aimé ça. Faites un pouce, salut.
Dans le fond, je vais vous demander peut-être de faire un dernier mot de la fin. Je vous donnerai 1 ou 2 minutes chacun, peut-être, puis je vais sûrement faire ma plate des fois puis dire wow! Mais le temps file, puis on a un autre atelier collaboratif. Mais j'aimerais voir aussi vos perspectives pour l'avenir, puis surtout quand on parle d'autodétermination. Merci. Je voulais commencer. En réalité, je travaille en développement économique comme métier principal. Donc, on n'a pas à statuer à savoir c'est quoi la meilleure forme d'entreprise ou la meilleure forme de. Tu sais, dans le fond, l'important, c'est que ça réponde aux aspirations, soit des individus, des collectivités ou tu sais, des communautés, là. Donc, dans le fond, moi, dans la mesure où les gens y retrouvent leur compte, il y a moyen, je pense, de combiner toutes sortes de formes d'économie ensemble, dans la mesure où ça répond à nos aspirations et nos valeurs, là. Donc, puis je vous encourage, dans le fond, tu sais, juste à être imaginatif par rapport à. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent des communautés qui font trop de communautaires, ça sclérose le privé. Dans d'autres côtés, il y a trop de privé, trop. Oubliez ça, là. Il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place à toutes sortes d'économies. Puis, tant qu'il y a de l'économie, je pense qu'il y a de l'espoir. Puis, c'est une des meilleures façons de commencer à s'autodéterminer que d'avoir une certaine indépendance économique et financière. Oui. En tout cas, moi, peut-être pour poursuivre, premièrement, moi, je suis vraiment d'accord avec ce que M. Genet dit. Je pense que tous les modèles économiques, toutes les formes d'entrepreneuriat, ils ont leur place dans les communautés. Les communautés sont toutes différentes aussi, les individus qui les composent sont toutes différents. Fait qu'il y a des manières d'arriver à dynamiser notre développement économique là, de différentes manières. Puis moi, ce que je voudrais dire, entre autres, que je n'ai pas eu l'occasion de dire, mais l'entreprise privée, le Inc., qui est là à la base, oui, pour faire des sous, mais il peut avoir aussi ce côté social-là, entre autres par justement les valeurs. Je pense qu'avoir des valeurs inoues là, dans notre avant, j'avais l'impression que ça ne se pouvait pas, mais plus on y réfléchit, plus on essaie de le mettre concrètement justement dans notre gouvernance, dans la façon dont on va prendre nos décisions, dans la façon dont on va choisir nos partenaires, qu'on va choisir nos projets, ça a toute sa place ça, de se reposer sur des valeurs traditionnelles dans nos entreprises privées autochtones ou inoues. Fait que moi, c'est ça que je veux dire, que j'avais envie de partager aussi. Puis pour l'avenir, là, au niveau de l'autodétermination, exactement un peu comme Marc disait, toute forme d'activité économique, je pense, c'est un pas de plus vers une confiance aussi renouvelée en notre nation qui va nous amener vers l'autodétermination. C'est ça. Merci. Moi, dans le fond, je pense que j'ai pas mal fait le tour, mais ce que je dirais peut-être en finissant, c'est que moi, j'ai choisi l'économie sociale, le modèle coop pour évoluer parce qu'il y avait aussi ce désir-là que j'avais de transmettre. Moi, je crois que le modèle coop est à propos. Puis un jour, quand je vais être plus là, je sais que la coop, elle va continuer, mais il y avait cette volonté-là que j'avais de partager puis d'évoluer en collectif, en fait, puis ça exprime un peu pas mal qui je suis, là, mon engagement que j'ai dans ce sens-là, puis de voir justement une relève ou des gens, se développer, là, puis j'espère qu'il y a beaucoup plus de modèles. En tout cas, je veux être un exemple, en fait. C'est un peu pour ça que je suis partie, j'ai cofondé cette coopérative-là, être un exemple pour inspirer d'autres. Fait que ça a été, pour moi, ça allait de soi. Merci beaucoup, Karine. Et puis, écoute, j'ai envie de conclure en disant, je pense que tous les trois, vous êtes des exemples. Merci, vous avez été généreux avec nous. Je pense que les gens ont bien apprécié. Moi, j'ai appris plein d'affaires. Je trouve ça le fun. Écoute, j'aurais jasé encore longtemps, mais écoute, si ça vous intéresse, dans 15 minutes, atelier collaboratif, c'est l'occasion de vous inscrire encore. Il reste quelques places. Donc, si vous avez envie de jaser de modèles socio-économiques, ce sera l'occasion. Donc, je vous remercie beaucoup, tous les trois, Marie Saint-Gelais, Karine Amouachiche, Marc Genet. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir dans un autre contexte d'Aishkat aussi. Donc, Marie, on te voit de temps en temps. Marc, on s'est déjà vu. Karine, si tu veux venir faire un tour, là, c'est super le fun.
Donc, je suis certain qu'on va avoir l'occasion de se revoir. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne après-midi. Puis, on se revoit demain pour notre webinaire de clôture avec les décideurs de nos communautés. Donc, on va faire un wrap-up de la semaine. C'est un rendez-vous demain midi. Donc, bon après-midi. Au revoir. Merci, au revoir.